Puppeteer est bien connu, hein, c'est la version headless de Chrome, ce qui vous permet en fait d'utiliser Puppeteer pour eh bien, exécuter des tâches automatisées pour vous. Ça pourrait être par exemple naviguer vers une certaine page, saisir votre email et mot de passe pour vous loguer, puis une fois que vous êtes logué, aller cliquer sur un certain lien ou sur un certain bouton, donc c'est vraiment très puissant. Eh bien, pour les gens qui aiment Puppeteer ou ceux qui veulent s'y mettre plus facilement, vous allez avoir dans la prochaine version de Chrome, la 89, enfin ça dépendra du moment où vous regardez, mais dans ce moment on est dans la 88, et vous allez avoir une option qui va vous permettre de lancer l'enregistrement de votre session, donc vous allez commencer à enregistrer, et de là vous allez naviguer, faire des saisies et autres, et tout ça, ça va être enregistré. Et donc voilà qui sera généré, par exemple en l'occurrence là, eh bien, ça vous fera un require de Puppeteer, et de là, eh bien, vous allez commencer à créer une session de Puppeteer qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle page au navigateur, de naviguer vers un certain site, et de là, par exemple, de faire une capture d'écran du site en question, et ensuite vous fermez le navigateur. Pour ça, c'est un script très simple. Là, il y a un petit script un peu plus, bon, c'est pas qu'il est plus élaboré, mais c'est que ça montre un peu la chose de manière plus visuelle. Regardez, vous allez avoir la possibilité de pouvoir lancer l'enregistrement de votre session de navigation. Bon, il décide d'appeler MySite. Hop, et là, il va commencer à ouvrir un menu, à refermer, à descendre, à cliquer sur un lien. Bah, tout ça, ça va être enregistré dans ce script. Voilà. Et hop, on le lance pour voir un peu. Voilà, vous avez vu, il commence une nouvelle session, il va sur une certaine page, cette page-ci, et là, il commence à naviguer, tout le fait qu'il a cliqué sur un menu, qu'il a cliqué ensuite. Bah, tout ça, ça va être pré-mâché, si bien que si vous voulez apprendre Puppeteer, vous allez déjà voir le fonctionnement de Puppeteer, comment est-ce qu'un script est généré. Et sinon, si vous êtes déjà un utilisateur averti de Puppeteer, vous pourrez déjà commencer à enregistrer votre session de navigation pour ensuite modifier des choses à la volée. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors, le serverless fait de plus en plus parler au fil des années. Et il y a un fournisseur d'outils propres au serverless que j'aime beaucoup, c'est Netlify. Bon, je m'étais servi vraiment pour héberger très facilement un projet que j'avais, c'est incroyable. Vous avez un projet qui est sur GitHub, même s'il est en privé, et de là, vous pouvez bénéficier de l'intégration continue. Donc c'est-à-dire que dès que vous faites une modification, votre site va être de nouveau poussé en production, et si vous avez envie de revenir sur une version antérieure, vous pouvez simplement en sélectionnant. Bon, ça c'est juste une parenthèse pour vous dire que, outre vraiment toute la partie, on peut le réouvrir, on va voir ce qu'ils mettent vraiment en avant quand on est sur Netlify. Voilà, c'est vraiment le côté déploiement qui est mis en avant. Eh bien, là, ce qui est mis en avant dans cet article, c'est la possibilité de pouvoir créer des fonctions serverless. Donc ça, c'est la même logique qu'il y a si vous avez utilisé Firebase, vous avez dû remarquer qu'il y a des Firebase Functions. En gros, c'est des fonctions que vous pouvez créer, qui peuvent notamment être utilisées par des sites statiques, et vous avez envie qu'ils fassent autre chose que simplement afficher des pages. De là, vous pouvez, grâce au serverless, créer une fonction qui est hébergé sur soit Firebase, soit en l'occurrence ici sur Netlify, ce qui vous permet ensuite d'appeler du code lorsque vous en avez besoin, sans forcément avoir à recourir à des solutions d'hébergement plus coûteuses ou plus complexes. Je repasse en dark mode. Donc ce petit tuto va vous expliquer comment créer votre première fonction Netlify. Tout commencera par un petit fichier de configuration au format TOML. Voilà, TOML. En gros, ça permet d'indiquer à Netlify où se trouvent vos fonctions. Et ensuite, pour créer une fonction, vous créerez un répertoire functions. Et là, dans l'exemple, on va se créer une simple fonction hello.js. Et voilà, donc pour la fonction en elle-même, vous rattachez un simple export comme vous le feriez avec Node. Et là, vous pouvez voir que c'est une fonction qui a à disposition un event et un contexte. Et cet objet event, il vous permet notamment de récupérer, par exemple, là, dans le cas en question, une query string. Donc, vous savez, c'est clé value qui est après le point d'interrogation dans une URL. Et donc là, en l'occurrence, il récupérera la location, ça pourrait être Paris, Lyon, Rennes, ou bien home. Bon, c'est un exemple simplissime, simplement pour montrer la mécanique. Et de là, ensuite, quand votre application est déployée avec Netlify, c'est toujours simplissime, c'est avec leur CLI que vous déployez vraiment en une ligne de commande. Et de là, vous pourrez jouer votre fonction simplement sur cette URL. Donc vous aurez l'URL de votre site. Et avec, vous avez vu ce chemin, parce que vous avez mis votre fonction dans /functions, et bien vous pourrez appeler cette fonction. Là, vous voyez l'URL en question, complète.
Alors, on voit qu'on appelle la fonction hello et qu'on lui passe cette fameuse query parameter de location qui est à afficher et encore une autre et name et autre chose et etc. etc. Vous pourriez en rajouter autant que vous voulez. Et ensuite on voit donc que ce return finalement c'est la réponse. Ça indique le status code de 200 et un body qui contient cette string avec une partie dynamique. Voilà, comme je disais dans Netlify souvent les questions, c'est la CLI qui fait beaucoup de choses pour vous, donc vous installez la CLI, globally. Et voilà, donc vous trouverez dans votre tableau de bord Netlify un onglet avec les fonctions. Donc voilà, si vous voulez jouer avec toute la partie serverless, sachant que, je vous le disais au début, Netlify c'est extrêmement clair, c'est très intuitif, il propose des tableaux de bord très bien faits, donc ça peut être un gros... donc j'ai un a priori très positif sur le fait d'utiliser le serverless dans le contexte de Netlify. Alors les utilisateurs de React connaissent bien cette façon qu'il y a de pouvoir avoir un preview en attendant que les choses se chargent. Finalement, le placeholder d'une card, eh bien, la même chose, finalement, maintenant est possible pour les développeurs Vue. Et donc, en utilisant Vue Content Loader, que voici, eh bien, ça vous permet de créer facilement du SVG qui vous permettra de remplacer du contenu en attendant qu'il soit loadé. C'est assez simple. Un petit npm install ou un yarn add pour installer Vue Content Loader. Dans votre template, vous utilisez le Content Loader. Et de là, vous n'avez plus qu'à le personnaliser, à préciser eh bien, finalement, le contenu que vous avez envie de voir, ce qu'on a vu, le contenu que vous avez envie de voir, j'ai refermé trop tôt. Voilà, ça pourrait être juste un titre, un gros bloc, un sous-titre, ça pourrait être plusieurs choses, bon c'est à vous de personnaliser la chose. Vous pourrez le faire grâce à, par exemple ici, on utilise plusieurs rectangles dans SVG, et de là, vous aurez une preview du contenu en attendant qu'il soit loadé. Puisqu'il était question de SVG, là, c'est un article qui détaille comment, suite à la demande d'un client, un développeur Angular a dû créer un range slider. Vous avez vu, ça vous permet d'avoir des valeurs, je sais pas, de 0 à 100, puis vous avez un curseur qui vous permet d'aller entre 0 et 100. Mais il détaille exactement comment il a fait la chose, étape par étape. Vous reconnaîtrez ce qu'on a vu dans les news précédentes, l'utilisation de ces tags ouvrant SVG, puis ensuite dans lesquels vous mettez des rectangles également. Et ensuite, la façon propre à Angular. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être reprises, même si vous n'utilisez pas Angular, si vous utilisez React et Vue, vous pourriez facilement le porter sur votre framework ou votre librairie front préférée. Là, il y a des choses propres à Angular. Mais pour l'NG4, pour un Vue, ce serait un V4. Pour React, ce serait de toute façon l'utilisation native d'une façon littérée, que ce soit un for, un map ou autre. Et ensuite, il vous détaille les étapes par lesquelles il est passé. Donc c'est très clair, si vous avez besoin de faire ce genre de projet, comment il enrichit la chose, comment il gère la position du curseur. Ce qu'il appelle le thumb, c'est la partie du curseur sur laquelle vous glissez. Et ce qui est intéressant, là c'est vraiment propre à Angular, à la façon dont vous pouvez écouter des événements comme mouse down, mouse move, il y en aura 2-3 comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, ça y est, c'est fait, ça marche. Sauf que ça marchait pas sur des versions, comme il a dit ici, ça marchait pas sur des portables. Voilà, c'est touch move, donc il fallait bien gérer les événements touch. Donc voilà, si vous voulez voir comment faire un projet de la sorte, pour Angular ou sinon le porter sous React ou Vue, cet article bien détaillé vous facilitera la vie. Alors React.js, je vous en parle souvent, c'est incontournable dans le monde d'Angular, vu que c'est partout, mais c'est utilisable aussi bien en vanilla JavaScript qu'avec Vue, qu'avec React et autres. Et cet article vous explique comment créer des custom operators avec React.js. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est un opérateur? Simplement une fonction qui prend en argument un observable, qui vous retourne un autre observable modifié, et qui vous permet, quand vous vous abonnez à l'observable retourné par l'opérateur, de vous abonner à l'observable source. Donc c'est... Alors, est-ce qu'il faut créer des custom operators? Là, je vous renverrai à une remarque faite par Ben Lesh, le lead développeur de React.js, qui s'amusait du fait que, au départ, quand les gens découvraient React.js, il y a plus d'une centaine d'opérateurs, donc il y a déjà de quoi faire, ils disent « Oh là, il y a tellement d'opérateurs, c'est incroyable, il y en a trop ». Et puis quelques semaines plus tard, les mêmes utilisateurs vont dire « Ah, mais j'ai une idée de custom operator », alors que c'est les mêmes qui se plaignaient au départ qu'il y en avait trop. Pour en revenir à nos moutons, avant d'utiliser de créer des custom operators, pensez déjà à voir s'il n'y en a pas un qui existe. Mais ensuite, le cas de figure qui est bien pratique quand vous voulez créer des custom operators, c'est d'en créer à partir d'opérateurs existants,
ce qui vous permet après d'avoir des opérateurs plus métiers qui vous permettent de comprendre en un coup d'œil ce que fait un opérateur. Voilà, pour un domaine précis. Bon, après, les exemples sont très simples, donc c'est moins parlant. Enfin, ça aurait été plus parlant si ça avait été, je sais pas, un domaine spécifique comme le e-commerce, et vous auriez fait un observable qui vous permettrait, par exemple, à un nouvel opérateur, eh bien, de récupérer, je sais pas moi, la dernière commande du client et de calculer la TVA ou faire des choses comme ça. Ou de parcourir tous les articles du caddie pour faire des choses particulières dessus. Bon, là, c'est très simple ce qu'ils utilisent parce qu'il faut le faire rapidement. Et ils vous prennent l'exemple, archi connu, il faut utiliser map, map pour pouvoir prendre toutes les valeurs d'un observable et pouvoir les transformer. Et tap, c'est pour espionner, si on peut dire. J'aime bien le voir comme un hublot, tap. Donc un observable, c'est comme un tuyau dans lequel passent des données au fil du temps. Et grâce à tap, vous avez un hublot dans le tuyau. C'est comme ça que j'aime bien voir tap. Et map, et vous transformez. Imaginons que dans votre tuyau passent des chiffres, vous envoyez de multiplier, voilà, vous avez votre tuyau, votre observable qui va vous envoyer 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et vous avez envie de mapper chaque valeur pour obtenir 5 fois la valeur, enfin la valeur fois 5. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, ça va devenir 5, 10, 15, etc. Puis si vous voulez faire la même chose fois 10, ça vous donnerait 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, vous voyez que en utilisant pipe et map, eh bien, pipe permet de chaîner les opérateurs. Et donc, là, il se trouve qu'on n'utilise qu'un. Et donc, vous prenez votre observable et vous demandez à mapper sur chaque valeur d'observable. Et donc, ça vous retourne un observable qui, lorsque vous allez vous abonner, eh bien, va vous retourner les valeurs multipliées ici par 5. Même chose pour celui-ci. Ça vous crée un observable à partir de cet observable et pour mapper et obtenir 10 fois la valeur. Et ensuite, vous vous abonnez. Et bon, on voit que la chose quand même est dupliquée parce que finalement, la seule chose qui change ici, c'est ici qu'on multiplie par 5, ici par 10. Mais finalement, ça fait la même chose. Et c'est là qu'il vous montre une façon de créer un opérateur qui décide d'appeler multiply et qui ensuite pourra prendre la valeur par laquelle vous souhaitez multiplier, donc soit par 5, soit par 10. Il vous montre également même qu'on va écrire un test, c'est une très bonne idée quand vous créez des custom operators. Et de là ensuite, pour l'utiliser, vous pouvez voir que vous l'utilisez ensuite simplement, maintenant vous avez cet opérateur multiply, et bien vous avez vu que vous avez un observable source, et vous le transformez à l'aide de cette custom operator simplement en disant multiply 5. Donc vous savez qu'il prendra chacune de ces valeurs et il multipliera par 5. Pareil ici pour 10. Et reconnaissez tout de suite que c'est tout de suite plus lisible. Vous n'avez plus à faire d'efforts pour comprendre ce qui se passe, même si c'était extrêmement simple. Mais ici, on voyait que on devait mapper chaque valeur pour obtenir la valeur par 5 par 10. Là, c'est clair, c'est encore plus clair. Ce sera encore plus clair quand j'aurai remis la main dessus. Voilà, on voit bien que ça multiplie par 5 ou par 10. Et là, il vous montre comment modifier son opérateur pour que vous puissiez passer à la fois une valeur unique, donc il a appelé facteur, ou bien un tableau de valeurs. Bon, son objectif étant que vous pourriez utiliser multiply, soit comme on l'a vu plus haut en passant, voilà, soit que 5, soit que 10, mais aussi si vous aviez envie de passer un tableau avec 5 et 10, si bien que les valeurs qui seront générées en output, bon c'est des exemples un peu artificiels, mais ça vous explique la logique, que à ce moment-là, ici, ce chiffre va être multiplié et par 5 et par 10. Donc ici, vous obtenez 5 et 10. 2 va être multiplié par 5 et par 10. Vous obtenez donc 10 et 20, etc. Alors, si vous voyez un article écrit par le docteur Axel Rauschmeier, c'est ça, eh bien, vous savez que ça va être très détaillé. C'est un article qui vous permet de comparer undefined et null en JavaScript. Parce que c'est une chose assez, on peut dire, aberrante en JavaScript. C'est que vous avez deux façons de considérer qu'une variable n'a pas encore été initialisée, et donc c'est undefined et null, alors que bon, je venais du C#, en C#, il n'y avait que null, il n'y avait pas undefined. Et donc l'auteur de JavaScript reconnaît lui-même que c'était pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais comme c'est un principe clé de JavaScript, c'est d'éviter au maximum les backward compatibility issues, en fait le fait que de casser des choses pour les gens qui utilisent des versions antérieures de JavaScript, finalement, undefined et null ont continué à vivre toutes les deux là où finalement ça aurait pu très bien, on aurait très bien pu avoir plus que null comme dans tant d'autres langages. Alors, qu'est-ce que va nous réserver ECMAScript 2021 ? Eh bien, une poignée de nouveautés, en fait, que 5, comme les doigts de la main. Replace all sur un string, bon voilà, c'est assez facile à comprendre. Il y a 2 L.
on va remplacer tous les L par L majuscule, ça donne hello avec 2 L majuscules. Celle-ci, elle va être facile à prendre en main. Promise any, eh bien, ce qu'elle va faire simplement, c'est quand vous lui passerez un tableau de promesses, eh bien, comme le any l'indique, dès qu'une des promesses sera résolue, votre promesse sera résolue du moment qu'une des promesses qui sont passées ici en paramètres seront résolues. Finalement, c'est un peu l'opposé de all, où avec all, on attendait que tout soit résolu pour être à l'état resolve ou reject. Et en revanche, pour que votre promesse soit à l'état reject, il faudra qu'elles aient toutes été rejetées. Weakref, bon, on n'a pas à se casser la tête à gérer la mémoire soi-même en JavaScript, mais là, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une référence faible, c'est-à-dire que un objet, si on a cet objet qui a une unique propriété name dont la valeur est handy, eh bien, vous pouvez le passer à cette weakref. Et en gros, votre weakref, en fait, finalement, l'intérêt, c'est que ça va pas empêcher le garbage collector de libérer de la mémoire, même si votre weakref est encore utilisé par d'autres parties de votre code. Et donc, pour récupérer l'objet qui aura été passé à qui contiendra votre weakref, il suffira d'appeler deref. Et comme c'est indiqué ici, si le garbage collector avait déjà supprimé votre objet, eh bien, ce qui sera retourné au lieu que ce soit votre objet, ce sera undefined. Ça fait référence du coup à l'article précédent sur undefined et null. Et enfin, non, l'avant-dernier, ce sera le logical assignment operator. Et là, ça va être plusieurs opérateurs qui vont vous permettre de gérer conditionnellement. Alors des choses comme, par exemple, prenons, ils ont bien illustré la chose sur le premier. Vous avez deux variables A et B, vous avez envie d'assigner A à la variable, vous avez envie d'assigner, B, puisqu'il a le droit de signer égal, à la variable A. Eh bien, vous allez faire uniquement avec cet opérateur-là, pipe égale, que si A est false. Bon, je pense que c'est nouveau, mais moi, ça aurait plutôt tendance à m'embrouiller qu'autre chose comme type de syntaxe, mais bon, c'est une question d'habitude. Celui-ci, en revanche, est plus sympa. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je vois à partir d'un certain nombre de zéros, en gros, au-delà de 6, je commence à me demander si j'ai affaire à des milliards, dizaines de milliards. Eh bien, vous pouvez maintenant utiliser un séparateur numérique qui n'empêchera pas votre number d'être considéré comme étant un number. Et bien là, donc vous pouvez très bien, pour bien distinguer la chose, mettre un underscore tous les 3 chiffres. Donc ça vous permet de compter facilement, ah bah tiens, il y en a 9, c'est que c'est donc 1 milliard. Comme TypeScript continue à monter en popularité, puisqu'au départ, seuls les développeurs Angular s'en servaient, maintenant, il y a de plus en plus de développeurs React, Vue et Svelte qui développent en TypeScript, sans oublier ceux qui utilisent Nest.js ou Deno, ou côté back. Et bien là, ça vous montre, finalement, j'ai toujours bien aimé ce format, qui vous montre ce qu'on fait mal, ce qu'on devrait plutôt faire à la place, et pourquoi. Donc c'est vraiment très bien fait comme article. Et ça commence par une incitation à utiliser le strict mode, simplement en ajoutant ce strict à true dans tsconfig.json. Et ensuite, des choses qu'on fait, si on avait par exemple envie que la date soit un paramètre facultatif, ce qu'il fait d'ordinaire, qu'il recommande de ne pas faire, et lui il recommanderait plutôt à lui mettre une default value plutôt que de rendre optionnel. Et il explique pourquoi. Voilà, je vous laisserai parcourir la chose. La chose intéressante, c'est que any, on sait très bien que c'est une façon de se tirer une balle dans le pied, puisque souvent quand on veut gagner du temps, qu'on ne sait pas de quel type sera, là c'est un exemple très, très fréquent, quand on fait un fetch sur une URL, et qu'ensuite on sait qu'on va récupérer du JSON, donc on le transforme en JSON, mais on ne sait pas exactement quel est le type, donc on a tendance à mettre any. Voilà, lui il dit que plutôt qu'any, il faudrait utiliser unknown, que j'avoue, je n'ai quasiment pas utilisé. Voilà, celui-ci, je vais sans doute l'adopter. Donc voilà, il dit pourquoi c'est mal d'utiliser any, c'est parce qu'en fait, on ne fait plus de type checking du tout. Et voilà, en grattant un peu, on se rend compte que la différence, voilà, c'est plus strict, unknown, mais vous autorisera, si vous déclarez une valeur comme unknown, à uniquement lui attribuer une valeur qui est de type unknown ou any. En revanche, hop, il va vous jeter si vous essayez d'utiliser d'autres types comme boolean, value, strict, etc. Oui, donc c'est un peu plus strict, du coup, any que unknown. Alors, il y a des choses c'est vrai qu'on fait souvent, comme le fait de dire compléteur, je sais ce que je fais, je sais que ce qui va nous être retourné ici, ça va être un tableau de product, donc on utilise as dans ces cas-là, alors que l'auteur conseille d'utiliser plutôt un type guard avec is. Voilà, il y a d'autres exemples aussi que je vous laisserai regarder plus avant, comme le fait d'éviter d'utiliser as any dans les tests, ici, parce qu'on a envie de gruger, on sait qu'on a un utilisateur, mais il n'aura qu'un first name et on n'a pas envie de se faire bloquer parce qu'on ne respecte pas l'interface qui impose qu'il ait un ID, un last name, un email.
Ah ben lui, il recommande plutôt d'utiliser un mock. Et finalement, eh bien, toutes les valeurs que n'auront pas notre objet de test, donc on s'intéresse qu'au first name, mais c'est pas grave, on aura quand même toutes les autres valeurs du fait que on a créé ce type mock qui implémente user. Il n'aime pas non plus les valeurs optionnelles, ça pourtant on l'utilise souvent. Ah, par exemple, on a un produit qui peut être soit du... Bah, en fait, c'est pas bête. C'est qu'on a un produit qui peut être soit digital, imaginons que vous ayez un film que vous regardez en VOD, ou physique, que ce soit un DVD physique. Et donc, pour le produit digital, ça n'a pas de sens d'avoir du poids, puisque c'est quelque chose que vous avez téléchargé, il n'a pas de poids. Et pour celui qui est physique, bah, lui, ce qui a du sens, c'est son poids. Et donc, on aurait tendance à faire ça, et lui, il dit non. Utilisez plutôt plusieurs interfaces. Donc, vous aurez celle-ci qui finalement sera applicable à tous les produits, qu'ils soient numériques ou digital, et ensuite d'hériter de product en spécifiant, en spécialisant. Donc, un digital product, lui, aura un type digital, une size, un number, et ou bien, si on hérite, on a ce physical product qui hérite de ce product, donc il y aura un ID et un type, comme les deux ici. Et sauf que lui, il aura un type à physical et une waste. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des bonnes astuces auxquelles on ne pense pas forcément. Et enfin, c'est vrai que c'est insupportable quand on voit les génériques. Bon, on s'y fait, on s'habitue, mais c'est vrai que ça rend plus compliqué la chose, lui, qu'on recommande d'utiliser un nom vraiment descriptif. Et après tout, c'est vrai, on ne donne pas des noms de variables d'une seule lettre. En tout cas, j'espère que vous ne le faites pas. Bah voilà, on précise clairement le type. Donc oui, c'est des choses qu'on peut facilement adopter. Voilà, comme des choses d'être plus explicite au lieu de se compter sur le fait qu'une value assimile la value true ou du false, ben là, d'être très explicite, de dire voilà, bah, si c'est undefined plutôt que d'avoir quelque chose de moins spécifique. On est en train de tout faire, mais c'est pas grave. Bang bang, vous le connaissez celui-ci qui vous permet de caster en booléen une variable. Eh bien là, il ne faut pas le faire parce que ça nuit à la compréhension soit des développeurs juniors, soit des développeurs expérimentés qui sont nouveaux en JavaScript. Ils voient ça, ils disent bah qu'est-ce que c'est, et ça je l'ai vu en post. Développeurs expérimentés qui, alors, pas en JavaScript en tout cas, mais qui arrivaient dans le monde de JavaScript et qui ne comprenaient pas ce que c'était. Et bah il vaut bien mieux également être plus explicite ici. Comment on le fait ici. D'éviter aussi d'utiliser juste un... Pour vérifier si quelque chose est null ou undefined, ben on utilise, au lieu d'utiliser note égale égale, utiliser qu'un note égale. Il faut bien utiliser trois signes plutôt que deux, parce que là, comme ça, on contraint bien. Il y a bien une contrainte de type. Vous connaissez la différence hein, quand on utilise 1 et la chaîne 1, parce qu'on n'utilise que deux signes égales. Voilà, ça va être true. Alors que si on utilise 3, il va pas être d'accord. Il va dire ah non c'est false parce que le number 1 est différent de la chaîne 1. Alors que quand on n'utilise que deux signes égales, ben, il va caster automatiquement pour nous. Voilà, on a fait le tour de cet article. Bon, lisez-le plus attentivement, mais enfin, il y a des bons trucs, je pense déjà. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous allez adopter suite à la lecture de cet article. Et alors ça peut paraître anecdotique, ces deux prochaines news, mais si vous êtes développeur de package NPM, vous allez être content de pouvoir distinguer le nombre de téléchargements, le nombre plutôt d'installs de votre package, en fonction des versions. Bon, là, on peut voir clairement que voilà, 6.14.11, eh ben, elle est installée extrêmement plus souvent que les suivantes. Et en plus sur des échelles de temps. Ça, c'était pour npmjs.com qui maintenant vous affiche par version, donc le nombre de download. Et sinon, ça c'est quelque chose je pense que vous avez souvent utilisé aussi, quand vous avez besoin d'avoir facilement un serveur web et que vous n'avez pas envie d'installer des choses complexes. Dans les systèmes d'exploitation comme Linux et macOS, vous avez sans doute déjà Python installé. Pour Windows, à mon avis, c'est le cas aussi. Voilà, si vous avez Python, c'est 3 en général aujourd'hui, vous voulez lancer un serveur web sur le port 8000, il suffit de faire python-m http.serveur et le port. Et comme ça, vous êtes dans le fichier, dans un répertoire depuis lequel vous souhaitez servir les fichiers comme si vous aviez un serveur web. C'est quand même très pratique que d'accéder avec le chemin d'un fichier dans l'URL avec c2.//. C'est voilà. Selon ce que vous utilisez ensuite. Moi, c'est vraiment ce que j'avais le plus utilisé. Voilà. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est déjà fait. Pensez également aux vidéos sorties récemment qui continuent à bien marcher. Si vous voulez vous initier à Vue 3, il y a une vidéo d'1 heure. À Angular, il y a une vidéo d'1 heure et demie. À RxJS, une vidéo d'1 demi-heure, quelque chose comme ça. Et à bientôt.